Bon, on va continuer notre cours de problèmes économiques et sociaux, deuxième chapitre. Maintenant, on va traiter la deuxième partie de ce deuxième chapitre sur le chômage et l'inflation. Les notions de sous-emploi et plein emploi. C'est quoi le sous-emploi? Le sous-emploi comprend des personnes actives occupées. On a déjà parlé des personnes actives occupées, c'est-à-dire qui travaillent au sens du Bureau international du travail et qui remplissent les conditions suivantes. Sous-emploi, ça veut dire qu'ils travaillent à temps partiel, mais ils veulent travailler davantage. Travail partiel, hein? Travail à temps partiel. Donc, il n'y a pas de plein emploi. Ils sont sous-employés. Est-ce qu'on dit sous-emploi? La force de travail, elle est sous-employée. Ils sont disponibles pour travailler encore plus. Hein? Voilà. C'est la définition du Bureau international du travail. Deuxième condition, elle travaille à temps partiel ou à temps complet, mais on travaille moins que d'habitude pendant une semaine de référence. Qu'est-ce qu'on a dans la semaine de référence? فهذيك la semaine de référence هي اللي كتعطينا la période exacte qu'exerce cette population. Par exemple, 30 heures, 36 heures, c'est la semaine de référence. Mais d'habitude, ils ne travaillent pas les 36 heures, bien les 40 heures. Ils travaillent 15 heures, 20 heures. Donc, ils sont dans une situation de sous-emploi. À l'inverse, le plein emploi, c'est quoi? Toujours selon la définition du Bureau international du travail. Donc, son nom l'indique, le plein emploi. Hein? Tu emploies pleinement la population active. Alors, selon la définition du Bureau international du travail, le plein emploi se définit hein, comme toute économie qui a au moins 5% de chômeurs. Alors, toute économie dont les statistiques varient entre 3, 4, 5% de chômage, euh, c'est une économie où le marché du travail est qualifié d'un marché de plein emploi. Presque, donc, tous les gens travaillent 5%, 4%, ce n'est pas des statistiques inquiétantes. Alors pour d'autres, ils voient que le plein emploi n'existe que si le taux de chômage se trouve inférieur à 3%. Donc là, les statistiques varient. D'autres, on ne peut pas parler de plein emploi que si le taux de chômage est de 1%. Là, c'est un peu exagéré. Donc 3, 4, 5%, كنقولوا بأن l'économie a fait plein emploi. Plein emploi, ça veut dire que presque la force de travail elle est presque employée. غادي نشوفوا هاد les conditions du plein emploi. Le plein emploi, c'est une situation dans un pays donné dont le chômage se réduit à la portion frictionnelle du chômage. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le chômage frictionnel ou le taux de chômage naturel. Le plein emploi, voilà, je simplifie à l'extrême. Le plein emploi, c'est une situation dans laquelle l'économie, le taux de chômage se rapproche du taux de chômage naturel. Dans toute économie, il y a un taux de chômage naturel. Le taux de chômage naturel existe dans toutes les économies. Il est dû à plusieurs facteurs, on a déjà expliqué ça. Qui compte toujours avec le taux de chômage, il est très réduit. Il est très réduit. Alors, lorsque dans une économie, le taux de chômage se rapproche du taux de chômage naturel, ou le taux de chômage naturel, كنقولوا بأن l'économie فيها plein emploi. Il y a plein d'emplois les facteurs de production. كاين واحد deuxième caractéristique, une autre caractéristique ديال le plein emploi. Le plein emploi, vous soulignez, se distingue
par le fait que c'est un chômage très, très court. Les gens qui tombent en chômage, demain après-demain, ils retrouvent l'emploi. Mais ce n'est pas un chômage de longue durée. Un chômage volonté de courte durée. Hein? Le chômage de plein emploi, qui est un chômage de courte durée. D'accord? Mais maintenant, le moment où vous êtes licencié, entre le moment où vous êtes licencié par l'entreprise et le moment où vous retrouvez l'emploi, c'est une période très très courte. Donc il n'y a pas inquiétude de rester dans la longue durée le chômage. Donc ça veut dire que tu trouves rapidement un emploi. Les théories de chômage, alors bien sûr les théories de chômage, il faut l'explication classique. Le chômage est classique, les néoclassiques, chez les keynésiens bien sûr. Alors, chez les classiques, alors, la théorie classique est claire. Alors, chez les classiques, tout marché est en équilibre. Tous les marchés sont en équilibre. Les classiques croient très bien à ce qu'on appelle l'automatisme de l'équilibre dans tous les marchés, et plus particulièrement le marché de travail. Donc, le marché de travail, normalement, l'offre de travail est égale à la demande de travail. Et faites attention, lorsque je parle offre de travail, c'est les chômeurs qui offrent leur travail. Mais chez l'offre d'emploi, la demande d'emploi, ça c'est l'inverse. On parle offre de travail. Qui offre le travail? C'est les chômeurs. Qui demande le travail? C'est les entreprises. Alors, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande qui crée donc le chômage. C'est le déséquilibre entre l'offre et la demande qui crée Et donc, bien sûr, le déséquilibre selon les classiques, il est dû soit à une perturbation du marché de travail, ou à de la perturbation, toujours les classiques, la ramènent à, un comportement maladroit de l'État. Peut-être l'État a mis en place un cadre juridique qui a rigidifié le marché de travail, qui a bouleversé les institutions, qui a dérangé le libéralisme du marché de travail. Donc, si on laisse travailler le marché de travail, donc il y a toujours un équilibre selon les classiques. Alors, ce déséquilibre du marché de travail qui provoque une baisse des salaires va déclencher bien sûr des comportements. Donc, alors, je vais expliquer avec l'automatisme de l'équilibre du marché de travail. Maintenant, supposons qu'on a un déséquilibre. Maintenant, l'offre de travail dépasse la demande. Donc, il y a chômage. Et l'offre de travail dépasse la demande. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce déséquilibre du marché de travail va déclencher des comportements rationnels. Alors, les demandeurs de travail, les entreprises, lorsqu'ils perçoivent, bien sûr, que l'offre dépasse la demande, donc, bien sûr, les travailleurs vont devenir moins chers. Donc, les entreprises vont vont augmenter leur demande de travail, n'est-ce pas? Du côté des chômeurs, certains offreurs, les jeunes chômeurs par exemple, qui peuvent continuer leurs études, et certaines femmes qui préfèrent rester au foyer, préfèrent alors ne pas travailler avec un salaire faible, et certains continuent leur travail et les autres vont rester chez elles au foyer. Donc, plutôt que de gagner un salaire aussi faible, les jeunes vont continuer leurs études et les femmes vont rester dans leur foyer. Qu'est-ce qui va arriver? Alors, l'offre de travail va baisser. L'offre va baisser, la demande va augmenter, et voilà, on va assister à ce qu'on appelle le rééquilibrage du marché du travail, et l'offre va rejoindre
la demande et bien sûr, c'est la fin du chômage. Donc, il y a donc un automatisme qui se fait. Hein? Un automatisme داخله فيه la rationalité du marché وداخله فيه la rationalité, bien sûr, des offreurs et demandeurs de travail. S'il reste encore des chômeurs, ce sont alors des chômeurs qui les classiques volontaires, hein, qui ont refusé de travailler pour un salaire qu'ils trouvaient trop faible. D'accord. Donc le chômage chez les classiques, c'est un chômage volontaire. N'est-ce pas? Pour les néoclassiques, bien sûr, les classiques et les néoclassiques sont tous des libéraux. Hein. Pour les marginalistes ou les néoclassiques, alors le salaire, l'entrepreneur, le salaire le plus élevé qu'un entrepreneur peut donner à un salarié doit correspondre bien sûr à la productivité marginale. Donc l'entrepreneur ne peut pas donner un salaire marginal qui est supérieur à la productivité marginale. Le maximum, c'est le salaire marginal doit être égal à la productivité marginale. D'abord, la vie en microéconomie, bien sûr. Donc, tout calcul marginal correspond à l'ajout d'une unité. La microéconomie, productivité marginale ou le salaire marginal, c'est ce qu'on appelle l'analyse microéconomique du marché de travail. Donc, ça veut dire quoi? Si j'embauche un salarié supplémentaire, je lui donne un salaire marginal. Le maximum que je puisse lui donner doit correspondre à sa productivité marginale. C'est normal. Autrement dit, le salaire supplémentaire est un coût. Celui-ci ne doit pas dépasser ce que me rapporte bien sûr le salarié en termes de productivité marginale. Donc, s'il y a déséquilibre, donc, le phénomène de chômage va avoir lieu, bien sûr, selon l'analyse néoclassique. La théorie keynésienne. La théorie keynésienne, alors Keynes, il conteste la théorie classique. Bien sûr, vous savez très bien que Keynes a rejeté en bloc la théorie de Jean-Baptiste Say, chaque offre crée sa propre demande. Alors, au contraire, pour Keynes, tout marché, tout marché dans le système capitaliste peut connaître des moments de déséquilibre, n'est-ce pas? Alors, ce déséquilibre peut avoir lieu en particulier dans le marché de travail. Et cela est dû généralement, voilà, donc à un problème de la demande. Et là, le marché, la main invisible des classiques ne peut pas résoudre le problème. Il faut que l'État intervienne pour faire quelque chose, pour accompagner le marché. Donc, si, lorsque l'offre de travail, c'est-à-dire un excès de chômage, il y a, excès de la demande, et le salaire va baisser, bien sûr. Hein? Cela n'aurait équilibré pas le marché, c'est le contraire. Alors pour Keynes, parce que le salaire est un revenu, n'est-ce pas? Ainsi, si le revenu baisse, automatiquement la demande va baisser. Ça c'est logique. C'est le charme de la théorie keynésienne. Il y a une certaine logique dans la pensée keynésienne. Lorsque le revenu baisse, la demande baisse. Si la demande baisse, est-ce qu'il y aura la production? La production va baisser. La machine économique ne va pas fonctionner à la normale. Les entreprises ne vont pas embaucher. Hein? Les entreprises, plutôt que d'embaucher, comme le prétendent les libéraux, les entreprises vont libérer les travailleurs et vont licencier, hein? Ce qui va causer un chômage. La crise des années 30, c'est une crise de la demande. Et la demande a baissé. Alors donc, voilà le schéma qui est devant vos yeux. Lorsque, bien sûr, il y a offre de travail, le salaire va baisser, la demande va baisser, la production va baisser, implique licenciement, et bien sûr, le taux de chômage va augmenter, bien sûr. Donc, le cercle vicieux.
Alors là, Keynes, inversement, ne croit pas à la thèse classique que le chômage est un chômage volontaire. Non, le chômage est un chômage involontaire. Involontaire. Donc, il est indépendant de la volonté des salariés, indépendant de la volonté de la population active. Donc, dans ce cas, il y a donc un équilibre de sous-emploi. Il faut donc vous souligner que l'État intervienne. Il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut que l'État intervienne. Comment l'État va intervenir? L'État, il va agir ce que Keynes a appelé la demande effective. Hein? Il va agir sur la demande effective, hein? Ce qu'on appelle politique de relance keynésienne. Hein? La politique de relance keynésienne. Cette politique de relance, ou bien il se fait par la politique monétaire, ou bien une politique de dépenses publiques, hein, ou bien une politique fiscale. Hein. L'État doit agir ou bien sur l'intérêt, taux d'intérêt, ou bien sur le déficit budgétaire, hein, ou bien il peut agir sur l'impôt pour relancer la demande. Lorsque la demande se relance, les entreprises vont anticiper cette relance de la demande, alors ils vont revoir à la hausse leur appareil productif, et bien sûr, ce qui entraîne automatiquement l'embauche et donc la réduction du taux de chômage. Comme je viens de le dire, il y a plusieurs moyens par lesquels l'État peut bien sûr agir, soit voilà, augmenter les allocations, qui dit augmentation des allocations dit augmentation de la demande, augmenter le SMIC, donc augmenter la demande, agir sur la fiscalité, baisser l'impôt, hein, et bien sûr, elle peut agir également sur les dépenses publiques, elle peut augmenter le déficit budgétaire en faisant les grands travaux, hein, et bien sûr, par la suite, le multiplicateur keynésien va jouer, hein. Donc, parce que vous notez également que 15, il est contre l'orthodoxie budgétaire, les recettes budgétaires égales aux dépenses budgétaires. Selon Keynes, on peut travailler avec un déficit budgétaire parce que le multiplicateur keynésien va jouer par la suite. D'accord? Voilà donc ce qui achève cette deuxième partie de ce chapitre sur le chômage et l'inflation. Donc, prochainement, on va commencer la troisième partie de ce chapitre portant sur l'inflation